bonjour et bienvenue sur Medi 1 TV. Créer 1 million d'emplois en 5 ans, dont 250 000 durant les 2 premières années de son mandat. Telle est la promesse du gouvernement Akhanouch, l'exécutif qui a validé hier dans le cadre de la commission des investissements 13 projets pour un montant de 2 milliards de dirhams devant créer quelques 5300 emplois directs et indirects. La politique de l'emploi, parlons-en justement avec les différentes initiatives en cours de mise en œuvre. Notre invité est là pour décortiquer ce chantier important. Notre invité, c'est Omar Tijani. Il est professeur de marketing à la faculté pluridisciplinaire de l'Arrache. Bonjour, professeur. Bonjour, merci pour l'invitation et je suis professeur de gestion des ressources humaines. Professeur donc de gestion en ressources humaines, c'est bon à souligner. Alors, professeur Tijani, je le disais à l'instant, 13 projets devant résulter donc sur la création de près de 5300 emplois. Le gouvernement semble-t-il sur la bonne voie? Oui, 5300 emplois, oui c'est bien, mais ça reste à augmenter, ça reste pas suffisant pour augmenter ou bien pour diminuer le taux de chômage qui vient déjà le taux de chômage qui vient déjà d'avoir un coût d'élan pendant cette crise sanitaire et qui a eu des répercussions économiques que vient de passer le royaume et le monde entier. L'économie connaît actuellement une relance et l'emploi reprend progressivement. 5300 à augmenter. Ce n'est pas suffisant, mais c'est une bonne étape. Professeur Omar Tijani, on voit que sur ce qui a été signé hier, on a le secteur industriel, mais aussi les services et le secteur de la santé. Finalement, on a l'impression qu'avec le Covid, on va apprendre quand même à donner beaucoup d'importance à des secteurs peut-être comme la santé, qu'on croyait peut-être, il y a certes ce besoin d'investissement, mais c'est un secteur qui est appelé à émerger en termes de création d'emplois et en termes d'attraction des investissements. Oui, le secteur de la santé, en parallèle avec les chantiers de la protection sociale qu'entame le Maroc sous les directions de Sa Majesté. Ce sont des plans faramineux, des plans vertigineux avec des objectifs ambitieux. Il faut que tous les Marocains soient couverts par l'assurance maladie obligatoire. Cela fera une demande sur le secteur de la santé en termes de cadre, en termes de ressources humaines, de toutes les qualifications. Le secteur de la santé aura de belles jours à venir et stimulé par la demande induite par le nouveau chantier de la protection sociale qui est cité dans le projet de la loi de finances 2021. Des budgets ont été alloués à ça. Je crois que le secteur de la santé aura besoin de profils et c'est un secteur qui embauchera dans les années à venir de tous les niveaux. Il y a déjà des CHU, des facultés de médecine et de pharmacie en cours de construction. Le secteur privé sera aussi appelé à contribuer pour répondre aux besoins de ce grand chantier. Le secteur privé appelait donc à contribuer pour un meilleur développement du système sanitaire. Alors, cela dit, le gouvernement aussi a annoncé certaines initiatives récemment pour promouvoir l'emploi des jeunes. Pouvez-vous nous en parler et surtout nous dire quelle devrait être la portée de ces initiatives-là? Alors, nous avons entendu le ministre de l'Inclusion sociale, de la petite entreprise et de l'emploi lundi au Parlement, en train de détailler son programme appelé Aurash.
qui vise à embaucher 250 000 salariés, ou bien à trouver 250 000 emplois avec un budget de 2,25 milliards de dirhams sur 2 ans. Alors ça, c'est une bonne initiative et ça concrétise l'économie de relance que vient d'entamer le gouvernement après le Covid, à travers la stimulation de la demande globale. Donc ça, d'un point de vue économique, c'est bien. Il a vocation à distribuer un pouvoir d'achat. C'est parfait d'un point de vue de l'économie keynésienne. Donc nous sommes en plein dedans dans une économie de Keynes, donc une économie de relance. Mais en revanche, le programme est encore ambigu. On ne sait pas grand-chose sur ces détails. Lui-même, il a dit, est-ce que ça sera des mensualités ou des mensualités à payer à ses bénéficiaires, ou bien du pay par work. Y aura-t-il de la formation pour ces profils, car on parle de certaines spécialités techniques comme l'urbanisme, le BTP, les services rendus aux établissements publics. Par ailleurs, le budget, à mon avis, le budget alloué, 2,25 milliards de dirhams, si on la divise sur le nombre des bénéficiaires, 250 000, donc on aura pratiquement 9 000 dirhams sur 2 ans. Est-ce que cela est suffisant pour assurer un emploi décent et des conditions de vie décentes? Donc c'est un plan de sauvetage, comme l'a rappelé le ministre lundi. C'est un plan pour exceptionnel, en attendant que l'économie reprenne de toutes ses forces et toutes ses formes. Donc moi, à mon point de vue, abstraction faite de ce programme d'urgence, de ce programme de court terme sur 2 ans, à mon avis, il faut s'attaquer au chômage en profondeur. Et sérieusement, on connaît actuellement le profil du chômeur marocain. C'est une femme, donc le chômage s'attaque aux femmes plus particulièrement jeunes, les jeunes de 15, 25 ans qui ont fait des études supérieures et dans le milieu urbain. Donc c'est là où il y a les niches les plus porteurs du chômage. Il faut s'attaquer sérieusement à ce phénomène avec une politique plus profonde, durable. Donc, j'encourage. Alors, vous décrivez le profil du chômeur qui a besoin, en tout cas, d'une politique durable. Justement, selon vous, en dehors de ce programme que vous qualifiez de coup de poing, entre guillemets, quelle devrait être cette politique en profondeur qui permettra de s'attaquer aux racines de ce mal endémique qu'est le chômage? Quel secteur il faudrait investir aujourd'hui pour permettre une meilleure distribution des emplois? Alors, pour les profils bas, le secteur industriel et le secteur des services, il embauche pratiquement 64% de la population active marocaine. Le secteur des services est porteur d'emplois. Également, le secteur industriel, notamment les secteurs de l'automobile et de l'aéronautique, qui embauchent par milliers, mais également s'intéresser au secteur porteur de valeur ajoutée. On n'en a pas encore. On parle des secteurs de high-tech, des secteurs des services high-tech, de l'industrie de grande technologie. Cela permettra d'absorber les chômeurs qui ont fait des études longues, de limiter l'exode des cerveaux marocains. Donc il faut travailler sur 2 niveaux en fait. L'absorption du chômage en masse, des niveaux de qualification inférieurs ou moyens, et absorber le niveau de chômage des profils élevés à travers les secteurs porteurs de valeur ajoutée. Les politiques, à mon avis, ça doit être travaillé en parallèle avec la réforme de l'investissement, la charte d'investissement qui devra sortir bientôt selon la déclaration gouvernementale, la charte d'investissement, attirer les investissements étrangers et en parallèle les investisseurs nationaux. Cela revient au fait qu'on ait une économie forte. C'est l'économie qui crée l'emploi.
Les initiatives du gouvernement, à mon avis, doivent être travaillées en parallèle avec une volonté de créer une économie forte, absorbant de la main-d'œuvre et créant des opportunités. L'économie, ça crée automatiquement. Il n'a pas besoin d'intervention artificielle pour créer des postes ex nihilo d'emploi. L'État crée des postes ex nihilo, mais l'économie est dynamique. L'économie est automatiquement générateur d'emplois naturellement, mais cela, il faut qu'on ait une économie plus forte que ça, une économie stimulée par la demande globale, avec moins de privilèges, avec une concurrence forte. Je ne dis pas une concurrence pure et parfaite, parce que ça peut être... Vous évoquez en tout cas en profondeur des idées importantes. Alors, si on reste dans le domaine de la promotion, en tout cas de l'emploi, mais aussi de l'entrepreneuriat, il y a un programme quand même qui semble avoir attiré pas mal d'entrepreneurs. Je fais référence au programme de l'auto-entrepreneuriat. Aujourd'hui, si on avait à l'améliorer, comment le faire? Le programme de l'auto-entrepreneur, il a donné des résultats satisfaisants. Il a permis d'intégrer dans le formel certains auto-entrepreneurs qui n'étaient pas déclarés, de leur permettre d'accéder à certains marchés publics, de leur permettre de travailler dans la transparence. S'il faut l'améliorer, c'est concernant l'accompagnement. L'accompagnement de ces autres entrepreneurs, on voit que certains démarrent plutôt bien, mais en termes de développement de il reste des auto-entrepreneurs dont le statut, malgré le fait que leur activité connaît un succès. Le fait de passer à l'étape suivante, comme SARL par exemple, le fait de développer son portefeuille client, de développer ses produits et services, leurs produits et services, cela n'est pas inclus dans le programme de l'entrepreneur qui reste un dispositif pour créer le projet ou démarrer l'entrepreneuriat plutôt que de progresser dans l'entrepreneuriat. Je crois qu'il faut compléter ce programme par d'autres dispositifs d'accompagnement, surtout pour les entrepreneurs à qui les projets ont connu des réussites. Un dispositif donc à améliorer. Alors, vous êtes dans le domaine de la formation et de la gestion des RH. Justement, parlons de la formation. Pensez-vous réellement que la formation, en tout cas de ce que l'on constate au lendemain de cette crise du Covid dans laquelle on est toujours, il faut le rappeler, pensez-vous qu'en termes d'affinement des formations, que le système éducatif ou le système de formation et d'encadrement s'est mis à jour par rapport aux défis actuels de post-Covid? Sur les outils de travail, les outils de formation, on commence à intégrer, que ce soit à l'université ou ailleurs, on commence à intégrer certains dispositifs d'enseignement à distance, des plateformes d'enseignement qui mettent le formateur et les récepteurs de formation en même temps à distance. Donc ça, c'est une étape importante qu'on vient de franchir au niveau des universités. Mais par contre, au niveau du fond, du contenu, la formation, surtout aux universités, reste en déphasage et en décalage avec les besoins économiques du tissu économique marocain. Malheureusement, les formations aux universités n'adoptent pas une approche marketing justement, une approche marketing qui suppose de comment le point de départ doit être les besoins des entreprises. Et après, on fait l'ingénierie de la formation. Or, ce qui se passe aux universités, c'est l'inverse. On fait des formations en fonction des capacités d'enseignement, en fonction des compétences des professeurs.
en compétence des équipes pédagogiques et finalement cela peut être en déphasage ou en déconnexion avec les besoins, les vrais besoins des entreprises. Rappelons que les entreprises marocaines ne demandent pas des qualifications supérieures. Le taux de chômage chez les sans diplômes est de 4%. Le taux de chômage chez les diplômes supérieurs universitaires, c'est presque 30%. Donc, les entreprises marocaines ne demandent pas de grandes qualifications. Le marché d'emploi ne demande pas de grandes qualifications. Le marché d'emploi est concurrentiel. Il demande une mise à jour de la compétence, de la formation continue sans arrêt. Il faut accompagner ça à mon avis, il faut voir le tissu économique, les besoins économiques d'abord, avant d'entamer les formations, que ce soit aux universités, aux centres de formation d'OFPPT, aux écoles d'ingénieurs et ainsi de suite. Merci beaucoup, professeur Omar Tijani. Je rappelle que vous êtes donc professeur en gestion des ressources humaines. Vous étiez en direct avec nous depuis l'Arrache. Bonne journée à vous, professeur. Bonne journée, merci à vous et à toute l'équipe Medi 1 TV. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com ainsi que sur les applications et sur nos pages sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une très bonne journée et une très bonne suite de programmes sur Medi 1 TV.